Bonjour. Alors tout d'abord, je vous présente, si je peux dire, les excuses de Michel Perrault qui a fait un malaise. Et donc, évidemment, ses médecins lui ont interdit de se déplacer. Donc, elle est véritablement donc navrée. Elle est déjà venue donc deux fois à Poitiers. Donc, elle sait que le public poitevin donc l'aurait accueilli avec beaucoup de chaleur et d'intérêt. Alors simplement, ce que je vais vous présenter donc au cours de cette séance, c'est quelque chose qu'on a préparé donc ensemble, Michel Perrault et moi. Et dans le dernier message qu'elle m'a écrit ce matin, très très gentil message, elle dit je vous fais confiance, Frédéric, pour parler à deux voix. Alors là, évidemment, je n'essayerai pas d'imiter donc Michel Perrault, hein, qui a un timbre de voix absolument inimitable, mais je vais donc me risquer donc à cet exercice, voilà, sur l'invention du fait divers. Alors, quand on est historien ou historienne, d'abord la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'un fait divers? Et à ce moment-là, souvent, on a recours, si je puis dire, à un document qui est un véritable monument, qui est le Grand Dictionnaire universel du 19e siècle de Pierre Larousse, hein, qui fait à peu près 12 volumes avec les suppléments. Et pour vous donner un petit peu donc une idée de l'importance de ce monument, lorsque Albert Camus, par exemple, rédige La Peste, son roman, eh bien, il va chercher dans le Grand Dictionnaire universel de Pierre Larousse les différents éléments, les symptômes, les effets, les manifestations de la peste. Or, dans ce grand dictionnaire universel du 19e siècle, qui est un dictionnaire un petit peu engagé, qui est républicain, qui voit le jour donc à la fin du Second Empire, et bien donc là, évidemment, c'est considéré comme un monument lexicographique. Pierre Larousse, à travers ses différents rédacteurs, va essayer de définir les contours du fait divers. Qu'est-ce qu'un fait divers? Alors je vous le lis, c'est l'extrait du GDU, et je vous signale qu'on le trouve aujourd'hui sur Gallica. Donc la semaine prochaine ou le week-end prochain, si à un moment donné vous êtes guetté par un sentiment de vacuité, n'hésitez pas, il y a 12 volumes, c'est absolument donc formidable hein, comme lecture. Alors voici ce qu'écrit donc Pierre Larousse. Sous cette rubrique, les journaux groupent avec art et publient régulièrement les nouvelles de toutes sortes qui courent le monde. Petits scandales, accidents de voiture, crimes épouvantables, suicides d'amour, couvreurs tombant d'un 5e étage, vol à main armée, pluie de sauterelles ou de crapauds, naufrages, incendies, inondations, aventures cocasses, enlèvements mystérieux, exécutions à mort, cas d'hydrophobie, d'anthropophagie, de somnambulisme et de léthargie. Alors évidemment, il y a deux colonnes pour définir donc le fait divers, mais ça montre bien que le fait divers, qui était au 19e siècle appelé parfois fait des départements, couvre évidemment donc un spectre très très large, très important, c'est très divers. Et donc avec Michel Perrault, qui avait été pionnière en la matière, puisque dans les annales, à la fin des années 70, elle avait déjà publié un petit article qui s'appelait donc Faits divers, faits d'histoire. Donc c'est plutôt en fait les faits divers qu'on appellerait aujourd'hui les faits divers sanglants ou les assassinats ou les crimes de sang. C'est plutôt ce registre-là qu'on va vous présenter. Je dis on, hein, c'est pas un on personnel, hein, ça pourrait être mal interprété. Alors. Donc, une archéologie du fait divers. Alors, d'où vient le fait divers? En fait, le fait divers est un phénomène qui est assez ancien. On en trouve des traces dès le XVIe et le XVIIe siècle. Alors ici, vous avez donc tout simplement une plaquette d'un fait divers. Donc là, il s'agit à ce moment-là d'un malfaiteur qui se déguisait en diable pour détrousser un certain nombre de malheureux, de malheureuses, qui tétanisés, donc effrayés, étaient prêts donc à ce moment-là, donc à céder, si je peux dire, tous leurs avoirs. Et ces canards sanglants ont existé, ont une longévité finalement assez grande. Ils ont existé jusqu'à peu près au milieu du 19e siècle. Et un romancier comme Gérard de Nerval a écrit un petit livre sur le canard sanglant, annonçant un petit peu sa disparition. Alors à côté du canard sanglant, on trouve aussi ce qu'on appelle des complaintes judiciaires. Alors ces complaintes judiciaires ont eu une vie un petit peu plus tardive. Elles disparaissent pratiquement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'était encore quelque chose qui était donc assez vivace, c'est-à-dire qu'à partir d'un crime, on invente une chanson, et toutes ces chansons sont construites un petit peu sur le même modèle, c'est-à-dire que à la fin, il faut qu'il y ait une morale. Alors, j'ai pris un exemple, pas tout à fait au hasard, du département de la Vienne, donc l'effroyable crime d'Andille. Une cultivatrice assassinée à coups de gourdin. R, c'est une chanson dans la nuit, donc là, je ne pousserai pas la chansonnette. Premier couplet, gens des campagnes, venez autour de nous pour entendre l'histoire d'un crime affreux commis dans la nuit noire au hameau d'Andillé. Dans ce pays de travail et d'honneur, un assassin sauvage, ivre de sang, a fait un vrai carnage et semé la terreur.
Alors évidemment, donc l'intérêt de ces comptes-là, c'est que parfois c'était publié, si je peux dire, en grand format. Ça pouvait être placardé sur les murs ou sur les granges. Et ça permettait à ce moment-là aussi d'associer, par exemple, ceux qui étaient analphabètes ou illettrés, qui participaient comme ça donc à la communauté. Je ne dis pas que ça remplaçait les veillées, mais c'était une façon aussi de faire participer les unes et les autres à cette culture du crime qui commence à ce moment-là déjà à se propager et à susciter donc un intérêt considérable. Si on poursuit ce tour d'horizon, vous avez donc au XVIIIe siècle et au XIXe siècle une série de publications qui ont porté comme titre général Cause célèbre. Alors, il y a eu toutes sortes de volumes comme ça, en plusieurs volumes, et le dernier qui a vu le jour a été notamment patronné par Alexandre Dumas. Alors, dans ces causes célèbres, on peut trouver très bien des crimes et des procès de l'époque, 18e ou début du 19e siècle, mais aussi parfois, évidemment, donc, des affaires beaucoup plus anciennes, comme par exemple le procès de Jeanne d'Arc. Mais ces éléments-là, si vous voulez, donc, ce que je vous ai montré jusqu'à présent, contribuent véritablement à une acculturation du public qui, de plus en plus, trouve des biais, des supports pour s'intéresser au crime. Alors, si on continue ce tour d'horizon de l'archéologie autour de ce qu'on appelle la Gazette des tribunaux. Alors, si certains et certaines d'entre vous se sont particulièrement intéressés à la Révolution française, il existait à ce moment-là un périodique qui s'intitulait à peu près de la même manière, mais Nouvelle Gazette des tribunaux. Donc la Gazette des tribunaux est postérieure à la Nouvelle Gazette des tribunaux. Alors, ce périodique est né donc en 1825, en octobre 1825, et à ce moment-là, en France, c'est le premier journal qui va véritablement proposer des comptes rendus de procès. Alors souvent, ces comptes rendus sont un petit peu sommaires, c'est-à-dire que on a un correspondant qui est sur place, qui écoute les différentes personnes parler, qui prend des notes et qui restitue à ce moment-là, sous forme de dialogue, les échanges qu'il a pu entendre lors d'une audience d'une juridiction. Mais la Gazette des tribunaux va également donc inclure à l'intérieur un certain nombre de faits criminels, de faits divers. Ce qui fait que cette revue, qui a une longévité donc assez longue, lorsque dans la deuxième moitié du 19e siècle, vous avez un certain nombre d'écrivains, que ce soit Flaubert ou que ce soit surtout Maupassant, eh bien toute une série d'idées de leurs scénarios pour leurs propres romans ou leurs propres nouvelles a été puisée dans la Gazette des tribunaux. Un Maupassant donc avait une mère qui était particulièrement affectueuse, qui lui découpait un certain nombre de faits divers, qui lui envoyait, et à ce moment-là, donc Maupassant transformait ces faits divers comme s'ils étaient issus du terroir normand, mais pas du tout. Hein, ça vient de la Gazette des tribunaux. Voilà donc, si vous voulez brosser à gros traits un petit peu cette archéologie donc du fait divers, qui n'est donc pas un phénomène tout à fait récent. Alors évidemment, donc là vous le savez, obligé de faire une escale ou une étape par l'entremise de Michel Foucault. Michel Foucault, évidemment, donc philosophe au Collège de France, s'est intéressé donc bien sûr aux faits divers. Alors le fait divers le plus célèbre, le plus connu, c'est moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère. Ça se passe en France sous la Restauration, dans la région de Normandie. Et l'intérêt de ce fait divers, qui à l'époque s'adresse plutôt aux spécialistes, hein, pas forcément au grand public, c'est que plus tard, à ce moment-là où ça va déborder et ça va susciter un intérêt véritablement collectif, c'est que Pierre Rivière va écrire, va coucher sur le papier le récit de son crime. C'est-à-dire que le juge d'instruction, le magistrat instructeur, va lui donner des feuilles blanches, un crayon et un stylo, et va lui demander de raconter ce qu'il a fait. Et donc là, évidemment, on a un document qui est assez unique. Et donc, l'équipe constituée par Pierre Rivière, il met sur pied un séminaire au Collège de France, va travailler comme ça pendant plusieurs années sur ce fait divers. Et donc, vous voyez, le fait divers devient à ce moment-là tout à fait légitime. Il rentre au Collège de France. Alors, ce fait divers, donc là, vous le savez, donnait lieu donc à un film dû à René Alliot. Et ici, c'est au début du film, pour ceux qui l'ont vu ou qui s'en souviennent, c'est la scène du tribunal. Et puis donc là, évidemment, comme c'est en cours d'être filmé, on voit donc Michel Foucault qui est penché pour voir si effectivement donc les magistrats correspondent tout à fait au rôle qui leur est dévolu. Alors, tout en sachant aussi que pour filmer cette scène-là, excusez-moi, vous l'avez peut-être vu, à ce moment-là, donc René Alliot va faire un choix d'acteurs assez particulier, assez exceptionnel, c'est-à-dire que tous les officiels, les gendarmes, les magistrats sont des comédiens professionnels, mais tous les autres, ceux qui représentent donc les victimes, les coupables, le peuple des campagnes, sont des amateurs. Et donc ça crée évidemment une dimension particulière à l'intérieur de ce film. Voilà. Alors avec
pardon, Michel Perrault, on avait proposé, comme on est historien, vous savez, on raisonne toujours par trois, donc là on est prisonnier de ça. On avait donc réfléchi à vous proposer trois entrées autour du fait divers. Tout d'abord, fait divers, fait d'histoire, pour reprendre le titre de son article pionnier. Ensuite, la fabrique du fait divers, comment s'y est-on pris au XIXe siècle et au cours de la période de l'entre-deux-guerres pour fabriquer le fait divers. Et puis ensuite, évidemment, donc, le fait divers passe à la postérité à partir du moment où il se transforme en belle affaire. C'est-à-dire sur un siècle, bon, tout le monde est capable, par exemple, de citer Violette Nozière ou Landru, mais vous n'avez que quelques affaires finalement qui pénètrent dans la mémoire collective et qui sont à ce moment-là donc transposées d'une génération à une autre génération. Alors, il est évident aussi que au XIXe siècle, ces faits divers vont pouvoir aller à la conquête d'un plus large public grâce à la presse. Alors, vous avez une presse généralisée et puis vous avez une presse spécialisée. Donc là, vous voyez un exemplaire de l'œil de la police. Et cette presse généralisée va, pour les 4 principaux journaux de cette époque-là, atteindre et dépasser le million de lecteurs et de lectrices. De quoi faire pâlir aujourd'hui donc un certain nombre de comités de rédaction. Mais vous voyez, donc on estime que avant le premier conflit mondial, le nombre de lecteurs de journaux en France a dépassé les 11 millions. Donc à ce moment-là, c'est considérable et le périodique est bien à ce moment-là le ferment de la culture collective, de la culture populaire et de la culture du crime. Alors cette première entrée autour de faits divers, faits d'histoire, ça pourrait sembler exagéré. Est-ce qu'un fait divers est un fait d'histoire? Alors je vais vous donner un exemple que je ne vais pas développer. Il s'agit de l'affaire Pralin qui s'est déroulée en 1847. Pour vous résumer sommairement cette affaire, on découvre à ce moment-là qu'une duchesse, la duchesse de Pralin, a été assassinée dans sa chambre. Alors la scène est absolument épouvantable parce que Victor Hugo qui s'est déplacé sur place en a laissé un témoignage et il y a des marques de sang tout le long de la chambre, parfois jusqu'à plus de 1,50 m de hauteur. Ça veut dire que la malheureuse, pour échapper à son agresseur, a couru dans la chambre à plusieurs reprises et qu'elle a été donc poignardée par une arme blanche à de multiples reprises. Bien, donc on mène l'enquête et puis on découvre finalement que c'est pas un maraudeur, mais que l'auteur du crime, c'est son propre mari, le duc de Praslin, qui est pair de France. Donc par rapport à la hiérarchie politique de cette époque, c'est l'équivalent d'un sénateur. Donc un pair de France qui tue son épouse, donc là évidemment on n'utilise pas le mot de féminicide à cette époque-là, mais c'est bien un crime conjugal qu'on ne peut pas mettre sur le compte de la passion amoureuse. C'est le mari qui veut se débarrasser de son épouse. Alors le mari d'ailleurs va être emprisonné, il se donne la mort, il se suicide en prison. Mais pour un certain nombre d'historiens de cette époque-là, ce fait divers va ébranler la société, qui va dire que finalement, on ne peut pas faire confiance aux élites. Regardez comment les puissants et les élites traitent leurs épouses. Et certains historiens ont vu dans ce fait divers la cause, ou une des causes, de la révolution de février 48, qui met à bas la monarchie, qui instaure donc la Seconde République. Alors évidemment, c'est peut-être un petit peu exagéré comme lecture, mais c'est une lecture de l'époque, et ce qui montre qu'un fait divers peut effectivement être un fait de société, voire un fait politique. Alors maintenant, si on continue toujours cette première rubrique, vous avez un certain nombre de faits divers qui fonctionnent un petit peu comme les études de cas. À toute proportion gardée, c'est un petit peu comme en médecine. On travaille par rapport à un certain nombre de malades qui présentent une certaine pathologie. On arrive à en faire un inventaire et à partir de là, évidemment, on consolide un savoir collectif. Et donc, au XIXe siècle, vous avez un certain nombre d'affaires dont la conclusion va ébranler sur tel ou tel point les convictions, les représentations des uns ou des autres. Alors, premier fait divers, c'est l'affaire Fualdès, que vous connaissez peut-être, qui s'est déroulée entre 1817 et 1818. Donc là aussi, je ne rentre pas dans le détail de l'affaire, mais Antoine Fualdès était un procureur impérial. Donc là, évidemment, on est sous la Restauration. Et il est découvert, assassiné, son corps est repêché dans l'Aveyron, donc au pied de Rodez, la ville est construite sur une sorte de promontoire. Et donc là, évidemment, on mène l'enquête, c'est-à-dire un procureur impérial, qui peut en être l'auteur. Et d'emblée, on va construire une fantasmagorie. On va dire que le malheureux a été victime d'un crime crapuleux, ce qui illustre ce document, cette gravure de l'époque. Il a été entraîné dans une maison qui est devenue célèbre après ça comme étant l'archétype de la maison du crime, c'est la maison bancale.
du nom du propriétaire. Et là, le pauvre malheureux a été allongé sur une table, on l'a égorgé, et pour éponger le sang, on avait mis en dessous une bassine et on a fait venir le cochon comme animal domestique pour qu'il puisse laper le sang pour faire disparaître toutes les traces. Donc vous voyez, le fait divers particulièrement gore, si je peux dire, si on le présente de cette manière-là. Donc on mène l'enquête et à ce moment-là, donc la justice et les autorités préfectorales sont pressées. Voilà, ils disent 1817, 1818, 1817, ça correspond en France à ce qu'on a appelé la terreur blanche. Donc à ce moment-là, jugement expéditif, assassinat d'anciens révolutionnaires. Et donc là, les autorités veulent tout de suite trouver les coupables pour ramener le calme, en disant si on n'a pas de coupable, à ce moment-là, ça va créer une effervescence, ça donnera peut-être naissance à des émeutes, que sais-je encore. Donc on mène l'enquête. On trouve finalement donc plusieurs coupables qui auraient assassiné donc le malheureux. Et puis on a un témoin qui s'appelait Claire Manson. Et Claire Manson, c'est une jeune femme, plutôt accorte si je reprends les critères de l'époque, et qui dit que oui, elle était dans la maison, elle était cachée derrière un rideau, elle a vu la scène de crime et elle peut dénoncer donc les auteurs, les coupables. Alors il y a 3 procès pour régler cette affaire, hein, je ne rentre pas dans le détail. Et puis finalement, donc, il y a une exécution de condamnation à la peine capitale et les 3 supposés coupables sont guillotinés. Et puis après ça, donc, on poursuit quand même un petit peu l'enquête, mais la justice ne veut pas bouger. On arrête plus ou moins là, mais on se rend compte que, évidemment, donc, le témoin principal n'était pas là, que c'était une affabulatrice. Elle a inventé. Alors évidemment, la justice ne peut pas dire reprenez votre tête, rentrez chez vous, circulez, il n'y a rien à voir, ça peut pas marcher. Mais donc cette affaire-là, qui est un fait divers, c'est devenu le symbole de l'erreur judiciaire. Donc vous voyez, fait divers, bien fait de société. Alors on peut en prendre d'autres évidemment, mais celle-là, c'est celle qui inaugure un petit peu le grand 19e siècle, et elle est tout à fait caractéristique de cet aspect. Deuxième fait divers, c'est donc l'affaire Lafarge, que vous connaissez donc sans doute aussi, hein, qui s'est déroulée dans le Limousin. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette affaire, simplement donc l'essentiel, pour voir quel fil on peut tirer, à quelle conclusion on peut aboutir. Alors, l'affaire Lafarge, il s'agit donc d'une jeune femme, Marie Lafarge, dont vous voyez le portrait de l'époque, qui était une jeune femme qui, petite, en fonction de l'éducation reçue, pensait que le prince charmant donc existait et que quand elle serait plus grande, elle pourrait épouser donc le prince charmant. Alors, elle fait une rencontre d'un hobereau local qui a un château. Bon, en fait, c'est un château de nom, mais la réalité est un petit peu différente puisque le sol, évidemment, n'est pas carrelé, c'est encore de la terre. Toujours est-il que son mari donc lui donne à ce moment-là, si je peux dire, un statut social et un statut culturel. Et son mari donc était un noble déclassé. Et comme un certain nombre de nobles de cette époque-là, ils essayent à ce moment-là de se lancer dans ce qui est nouveau, c'est-à-dire l'industrialisation de la France, qui commence véritablement vers les années 1830. Mais manifestement, il n'avait pas le sens des affaires, donc à chaque fois c'est un petit peu la catastrophe. Et là, il a une idée, il va à Paris, il prend des contacts avec différents intercesseurs, et puis il reçoit un gâteau que sa femme lui a envoyé. Voilà, donc il mange le gâteau, et puis là, il se sent pas bien, il a des troubles intestinaux, voilà, il se fait rapatrier chez lui et il meurt. Et à ce moment-là, évidemment, donc, on suspecte en réalité donc un empoisonnement. Sa femme, Marie Lafarge, est accusée donc de lui avoir envoyé donc un gâteau pour l'empoisonner. Alors évidemment, donc le procès-verbal ne dit pas si le gâteau contenait de la crème, mais imaginez quand même un gâteau à la crème qui vient du cœur de Limousin, qui arrive à Paris par les transports de l'époque en diligence. N'importe qui n'aurait pas bien supporté, si je peux dire, le fait, même par amour conjugal, d'avoir donc ingurgité ce dessert. Alors, toujours est-il que à ce moment-là, on fait appel à l'expert judiciaire le plus important que vous voyez au milieu. Il s'agit de Orfila, médecin du roi, et c'est celui qui, en France, en Europe et dans le monde, a inventé une nouvelle discipline, la toxicologie, la science du poison. Et pour lui, à partir de ses analyses, il n'y a pas de doute, il y avait bien de l'arsenic contenu dans le poison ingurgité par Monsieur Lafarge. On en retrouve. Alors, je rentre pas dans le détail parce que ce serait un petit peu trop long. À ce moment-là, donc, la défense fait appel de manière officieuse à un autre expert qui était Raspail, dont vous voyez le portrait, là c'est Raspail jeune. Et Raspail, à ce moment-là, lui est un chimiste. C'est pas un médecin, c'est un chimiste. Il est l'auteur d'un manuel qui fait autorité. Et les deux vont finalement donc s'empoigner. On va assister à une véritable controverse des experts.
Et cette controverse des experts va être doublée par une controverse politique, parce que Orfila, comme médecin du roi, est royaliste. Raspail, lui, est républicain. Voilà. Donc, pour Raspail, il n'y a pas eu empoisonnement, parce que quand il fait exhumer le corps du cimetière, il se rend compte que le couvercle avait bougé, que la terre était une terre arsenicale, qu'elle était entrée en contact avec le corps, et c'est la terre qui aurait donc à ce moment-là contaminé le corps. Je ne rentre pas dans le détail, sans compter qu'à cette époque-là, on bénéficie d'une invention d'un Anglais, qui est ce qu'on appelle l'appareil de marche, qui est très difficile à activer et à mettre en action, mais qui permet à ce moment-là d'obtenir, si je puis dire, un cercle. Et si le cercle est obtenu, c'est bien la preuve qu'il y a de l'arsenic. Mais évidemment, la question à ce moment-là, c'est d'où vient cet arsenic? Alors évidemment, à cette époque-là, en fonction du contexte, c'est la version officielle qui l'emporte. Donc Marie Lafarge est condamnée, mais déjà à cette époque-là, on évitait de condamner à la peine capitale les femmes, donc elle est condamnée à perpétuité, et puis elle meurt peu après, elle est graciée en partie, et elle meurt peu après, donc en prison. Donc là, vous voyez, sur ce fait divers, eh bien finalement, pour les contemporains, il y a bien donc une puissance nouvelle qui émerge, qui est celle des experts judiciaires. C'est la controverse des experts. Alors, affaire Dumollard. Alors, là, on n'est pas responsable de son patronyme, hein, ça, on l'hérite. Il y a des fois, c'est plus difficile à porter que d'autres. Alors, pourquoi j'ai mis 1860 avec un point d'interrogation? C'est en fait, c'est un tueur en série. C'est un tueur de femmes. Et on ignore à quel moment il a commencé précisément. On sait simplement qu'il a sévi pendant une dizaine d'années. On trouve des corps de femmes dénudés, mis parfois dans la région lyonnaise en bordure ou en lisière de forêt ou dissimulés sous un taillis. Et pendant 10 ans, en fait, la justice, la police n'a jamais pu imaginer que l'auteur de ces crimes était unique. On a pensé qu'à chaque fois, c'était des malheureuses, des jeunes femmes qui avaient fait des mauvaises rencontres. Et puis, finalement, donc, l'enquête n'a pas voulu aller regarder plus loin que ça. Or, en fait, au moment du procès, on s'est quand même aperçu, puisqu'il a fallu réunir l'ensemble des éléments, que toutes les victimes étaient toutes des bonnes, des servantes. Et donc, il y a une cible particulière, il y a un mode opératoire qui est à peu près identique, parce que Dumollard se rendait dans la région lyonnaise, à Lyon même, là où les jeunes femmes essayaient de se faire recruter comme servantes ou comme bonnes. Il leur proposait à ce moment-là des gages qui étaient beaucoup plus élevés que ceux qui étaient offerts à l'ordinaire. Ils portaient donc leur mal, et puis ils les assassinaient donc 20 ou 30 kilomètres plus loin. Il s'emparait des effets de la malle qu'il donnait à sa femme, avec une déclaration: tiens, j'en ai encore tué une, va laver les habits. Bon, je rentre pas dans le détail. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont donc particulièrement horrifiques, parce que certaines manifestement ont été enterrées vives, et d'autres ont été manifestement donc violées. Mais l'agression sexuelle a été posée une fois au moment du procès, mais à ce moment-là, c'est une sorte de tabou, d'impensé. On n'a pas voulu donc aller plus loin. On a considéré que Dumollard était une sorte de monstre contemporain, qu'il s'attaquait toujours aux mêmes catégories de femmes, mais on n'a pas voulu aller regarder au-delà de ces aspects-là. Mais malgré tout, pour les contemporains, on a donc là bien le fait qu'il existe des tueurs en français, que ça se passe en France, et que ces tueurs en série s'en prennent plus particulièrement aux femmes. Ce qui nous amène maintenant à la deuxième grande partie de mon propos, donc encore une fois concocté avec Michel Perrault, c'est la fabrique du fait divers. Alors, pour qu'il y ait des faits divers, il faut bien sûr qu'il y ait quelqu'un qui les raconte. Alors, au XIXe siècle, évidemment, les grandes personnalités du fait divers ne sont pas les diversifiés, c'est-à-dire les auteurs qui restituent les faits divers. Les grandes vedettes, les grandes plumes qui sont recherchées, et parfois avec des tentatives de débauchage, sont les chroniqueurs judiciaires qu'on appelait des tribunaliers. Et ces tribunaliers vont restituer les procès. Alors ici, vous voyez, c'est celui qui invente la nouvelle chronique judiciaire. C'est celui aussi qui a essayé de mettre sur pied la première école de journalisme en France. Il s'appelait Albert Bataille. C'est un petit peu comme tous les journalistes de cette époque-là. C'est un provincial. Il monte à Paris. Il est embauché assez vite au Figaro. Donc, il rédige les articles souvent à la place des autres. C'est lui qui écrit, mais il les signe pas. Et il est tellement perdu dans Paris qu'il a besoin d'un plan pour pouvoir circuler, aller aux endroits où il veut aller. Et puis après, ça devient véritablement, si je peux dire, le pape des chroniqueurs judiciaires. C'est véritablement donc la première personnalité qui arrive aussi à monter un premier
syndicat des journalistes de la presse judiciaire parisienne, avant que ça fasse un petit peu donc des émules. Donc, pour que le fait divers existe, il faut qu'il soit donc arrangé, il faut qu'il soit mis en scène. Et le grand dictionnaire universel du 19e siècle que j'ai mentionné tout à l'heure, que Michel Perrault connaît aussi bien sûr parfaitement, parle de cuisine. Le fait divers ne peut pas être donné de manière brute. Il faut l'arranger. C'est comme si donc on apportait les différents mets pour faire une recette. Il y a les différents ingrédients et il faut savoir doser, comment assaisonner donc le récit pour pouvoir le restituer. Et donc Albert Bataille va inventer ce qu'on appelle la nouvelle chronique judiciaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trahison factuelle, les faits sont véritablement restitués, mais il essaye d'aller plus loin, de donner une atmosphère, de donner une ambiance, et d'essayer aussi de percer parfois la psychologie des auteurs et des victimes, et parfois de certains témoins qui n'ont rien dit, mais qui auraient pu jouer un rôle dans telle ou telle affaire. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, à partir des années 1863-1864, se met en place un véritable processus de médiatisation de ces faits divers. On va de plus en plus réfléchir à la manière dont on peut les présenter. Alors, ce qui fait qu'à cette époque-là, un certain nombre d'intellectuels disent que les faits divers, c'est la vermine des journaux. Mais le premier fait divers qui a été très important, sur lequel Michel Perrault a écrit donc un très bel article, c'est donc l'affaire Tropman qui s'est déroulée en 1869-1870. Je vais vous les présenter rapidement. Alors ici, vous avez donc l'affaire Philippe. L'affaire Philippe, c'est dans la région parisienne, sous le Second Empire, c'est un tueur de prostituées. C'est, si vous voulez, l'ancêtre de Jacques l'Éventreur. Mais comme les archives judiciaires ont disparu, bon, la mémoire collective, évidemment, s'est étiolée très rapidement. Mais dans l'imaginaire et dans les références de cette époque-là, c'est très important, c'est resté présent dans les mémoires au moins jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et puis après, ça a pratiquement disparu. Alors vous avez évidemment un certain nombre de dessins donc enjolivés, mais ce qui est intéressant, c'est de regarder comment un certain nombre de journalistes renommés, particulièrement recherchés, arrivent à mettre en scène ce fait divers. Or, l'un des plus grands journalistes qui est encore étudié aujourd'hui dans un certain nombre d'écoles de journalistes, c'est Timothée Trim, qui invente une manière particulière de s'adresser donc à ses lectrices et à ses lecteurs. Il essaye de faire en sorte comme s'il se trouvait en face d'eux, il discutait, il chuchotait, il échangeait. Alors sa particularité, c'est dans ses articles, c'est de faire des très courts paragraphes et il va rendre compte du procès, il va avoir lui droit à la première page du petit journal. Je n'ai pas besoin de vers grossissants pour examiner cette lugubre figure du prévenu. Il est grand, mince, sa démarche et son attitude révèlent un ancien soldat. Les cheveux sont coupés comme au régiment, courts derrière la tête, avec une mèche de cheveux de chaque côté du front, qu'on appelle les fangs. L'attitude de la physionomie est rigide, c'est celle du commandement impérieux et de l'obéissance résignée. Une volonté tyrannique ou une passivité forcée. Il y a dans les lèvres jointes comme une menace non exprimée. Alors évidemment, c'est très important cet aspect-là parce que les lecteurs, évidemment, vont se précipiter, non pas pour lire des débats parlementaires, mais tout simplement pour prendre connaissance de ce fait divers. Le procès va durer un certain temps et évidemment, à ce moment-là, le journal va connaître un succès considérable. Mais vous voyez, on commence d'abord, et ça va être un petit peu une règle générale, à présenter donc le physique, à ce moment-là, des auteurs supposés de crimes. Alors, on a la physiognomonie, on a un certain nombre de théories venues parfois de l'Antiquité, comme la théorie des tempéraments qui est réactivée, et on est persuadé que l'enveloppe corporelle dit la vérité sur une personne. Et si on est capable de bien décrire quelqu'un, on peut atteindre le plus profond de sa psychologie, de sa personnalité, on peut aller même dans les tréfonds de son âme. Et donc la presse se met à cette unisson-là, et toutes les lectrices et tous les lecteurs en redemandent. Et il faut à ce moment-là que le chroniqueur judiciaire ou le tribunalier correspondent aux attentes de son lecteur. Alors, l'affaire Tropman, celle qu'a mis en avant particulièrement donc Michel Perrault, alors là aussi, pour vous la raconter sommairement, ça se déroule, si je peux dire, dans la plaine de Pantin, qui est à l'époque une sorte de friche. Et puis, on découvre tout d'abord 4 cadavres. Et dans cette plaine de Pantin, ces cadavres, c'est les 4 cadavres d'une même famille. La mère et puis 3 enfants. Et puis plus tard, on va continuer l'exhumation, on va trouver dans cette plaine de Pantin un autre cadavre, et puis un petit peu plus tard, du côté de l'Alsace, un autre cadavre qui est donc le père de famille.
Alors, évidemment, c'est un crime monstrueux, c'est toute une famille qui est assassinée. Avec d'emblée une interrogation, on a un suspect, présumé coupable, Tropman, et d'emblée on se dit, un seul homme peut-il venir à bout d'autant de victimes? Comment est-ce possible? Donc ça, c'est un aspect qui a été non résolu, et la justice a considéré, parce qu'il fallait aller vite, bon là, on a un coupable, il y a des aveux, il y a des preuves, on est certain que c'est lui, est-ce qu'il était accompagné ou pas, c'est secondaire, voilà, on ne va pas aller plus loin. Simplement, du point de vue de la médiatisation, cette affaire va bouleverser le monde des journaux, puisque c'est le petit journal qui va avoir l'idée de mettre l'affaire Tropman à la une. Et jusqu'à présent, à la une des journaux, en bas, on avait surtout ce qu'on appelait le feuilleton. C'est-à-dire, on faisait appel à des grandes plumes, Alexandre Dumas, d'autres auteurs. Les lectrices et les lecteurs étaient très friands de ça, et leur premier regard se dirigeait plutôt vers ce qu'on appelait le rez-de-chaussée du journal, c'est-à-dire là où se trouvait le feuilleton. Et donc là, les rédacteurs du petit journal ont dit, non, non, là, c'est une affaire formidable, on met ça à la une. Et du coup, le fait divers devient à ce moment-là un argument éditorial. Et les autres vont suivre. Alors évidemment, avec des décrochements chronologiques, mais un périodique comme La Croix, qui est d'abord hebdomadaire, devient quotidien, eh bien La Croix va mettre aussi à la une les faits divers. Voilà. Un petit peu plus tard, l'Humanité va faire de même. Donc tous les journaux vont se saisir du fait divers pour essayer de gagner des lecteurs et des lectrices. Alors parfois, évidemment, avec des ambitions ou des attendus un petit peu différents pour essayer de décoder ou pas le fonctionnement de la société ou de tel groupe humain, mais en tout cas, le fait divers s'impose dans le paysage éditorial. Et là, donc, voilà, on a 4 cadavres, on en découvre un 5e, le petit journal gagne 10 000 lecteurs, on découvre l'autre cadavre dans la région alsacienne, hop, on gagne de nouveau 10 000 lecteurs. Donc c'est un vrai argument de vente. On dit souvent que le crime ne paie pas. Là, c'est le contre-exemple total. C'est une affaire qui marche. Voilà. Alors, dernière affaire, celle de 1887, c'est l'affaire Pranzini. Alors, pourquoi est-ce que je vous la présente? C'est parce que finalement, au niveau de la presse et de la fabrique du fait divers, en 1887, on a à peu près tout inventé. Et après, les recettes de cette époque-là, que ce soit à la radio, à la télévision, dans le roman, dans les documentaires, dans les films, sur Internet, dans les podcasts, on n'a finalement rien trouvé de véritablement nouveau ou de plus original que tous les ingrédients qui sont proposés en 1887. Alors dans cette affaire-là, je vous la présente aussi très sommairement. On a 3 femmes, dont une fillette de 12 ans, qui sont retrouvées donc assassinées, pratiquement décapitées à l'arme blanche dans leur appartement, qui se trouvait à ce moment-là dans ce qu'on appelait le triangle d'or parisien, voilà, donc quartier particulièrement huppé. Donc là, évidemment, ça intéresse les médias et les journalistes, puisque ça ne concerne pas des hommes et des femmes ordinaires, mais ça se situe dans un milieu un petit peu particulier. Alors là, je vous ai montré tout simplement une vignette du rire. Alors ce qui est important, c'est que ça, c'est une vignette qui a été publiée en 1912. Alors vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'explications, mais pour les lecteurs et les lectrices de 1912, cette affaire qui s'est déroulée en 1887, elle est encore très présente dans les mémoires. Il n'y a pas besoin de donner donc d'explications. Donc c'est véritablement quelque chose qui a marqué, si je puis dire, toute une génération de lecteurs. Alors dans cette affaire, on va assister à une concurrence entre la police, la justice et la presse. Et les journaux de cette époque-là vont trouver comme argument de vente en disant la justice et la police abandonnent un certain nombre de pistes. Nous, on va plus loin, on fait davantage, on va jusqu'au bout. À un moment donné, il y a un suspect. On pense qu'il est parti en Allemagne. Bon, alors, on envoie un policier à Berlin qui fait l'aller-retour, pas plus. Et par contre, les journalistes vont aller sur place, vont interroger un certain nombre de personnes. C'était une fausse piste, mais peu importe. C'est pour montrer que les journalistes sont sur le devant de la scène et qu'ils font le travail mieux que les policiers. Alors, autre anecdote, mais qui est tout à fait révélatrice de cette rivalité, lorsque le présumé coupable, donc Pranzini, est arrêté, le crime se déroule à Paris et il sera arrêté donc à Marseille. Donc, on veut évidemment le ramener de Marseille à Paris pour pouvoir donc l'interroger et puis après mettre en branle l'appareil judiciaire. Or, les journalistes ont vent évidemment du fait que le convoi va être ramené à Paris. À ce moment-là, des journalistes vont s'associer pour louer le compartiment voisin de là où se trouvent les policiers qui vont faire une sorte de débriefing dans le compartiment.
Alors, à l'époque, pour aérer les wagons, bon, on avait une petite fenêtre triangulaire qui se trouvait en haut. Les journalistes poussent la petite fenêtre triangulaire. Un autre utilise la chignole en bas sous le siège pour pouvoir mieux entendre. Donc, un certain nombre de journalistes vont descendre à Lyon. À Lyon, ils vont télégraphier ou téléphoner donc à leurs journaux, ce qui fait que quand le train va arriver à Paris, eh bien, les journaux les plus rapides, dernière nouvelle, dernière impression de l'affaire Pronzini, dernière révélation. Voilà. Donc là, on a un petit peu tout, si vous voulez, la concurrence entre la presse, la police et la justice. Alors, parmi donc les ingrédients d'écriture, il faut donner à ce moment-là l'impression aux lectrices, aux lecteurs d'écrire, si je peux dire, de manière spontanée, quasiment en direct. Donc du coup, là, il y a une technique très simple, c'est-à-dire on écrit un article, on ne le termine pas, il y a simplement 3 points de suspension, et puis entre parenthèses en bas, c'est noté à suivre au prochain numéro. Donc le lecteur ou la lectrice a l'impression qu'on a retiré le papier du bureau du journaliste qu'il n'a pas pu compléter. Voilà, donc c'est le sentiment du direct. L'autre technique, c'est d'essayer d'apporter du neuf, même quand il n'y a rien à dire. Alors ça, c'est pas facile. Alors voilà la technique. Dans cet appartement, donc, il y avait un coffre-fort que le cambrioleur, voleur, assassin n'a pas réussi à ouvrir. On fait venir un serrurier et le serrurier laisse sa facture. Donc là, on publie la facture du serrurier. Ça n'a aucun intérêt. Mais c'est juste pour montrer qu'on est là, on est sur le devant de la scène, on propose quelque chose de nouveau. Alors, autre exemple aussi, là, il s'agit de Pronzini. Je raconte pas le détail, mais qui a eu une aventure particulière au cours de son existence, qui était polyglotte, il parlait couramment 5 ans. Il a même été donc interprète de l'armée britannique en Afrique. Et donc, à un moment donné, on réussit à mettre la main sur la photo quand il est majordome dans un grand hôtel à Alexandrie. Donc on publie cette photo-là. Alors évidemment, pour les spécialistes du costume, c'est intéressant de voir comment les majordomes étaient donc habillés à cette époque. Mais ceci dit, pour l'enquête judiciaire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Donc régulièrement, il faut essayer de trouver du nouveau, voilà, des indications. Voilà, la voisine du rez-de-chaussée donc nous confie que bon voilà. Et puis quand il y a absolument rien à dire, là c'est le journal Le Figaro de cette époque-là qui a une idée, qui va faire un référendum. Puisque finalement, donc, Pranzini, qui était un grand amoureux, on a retrouvé toute une correspondance de ces amoureuses. Finalement, si jamais les preuves et l'étau se resserrent sur lui, c'est que sa dernière amoureuse, qui était chef de rayon dans un grand magasin, a fini par avouer que la nuit du crime, il n'était pas chez elle. Voilà. Et donc le Figaro a une idée, part de là en disant, bon, on va faire un sondage collectif. Je vais demander aux lectrices ou aux lectrices, une grande amoureuse doit dénoncer à la police et à la justice son amoureux, même si c'est un grand coupable. Donc évidemment, pendant plusieurs semaines, le courrier nous arrive, il est abondant, on ne sait plus trop quoi en faire, on va répondre, ne vous inquiétez pas. Et puis au bout de 15 jours, bon, la réponse tombe, voilà, non, une grande amoureuse ne doit pas dénoncer son amoureux. Alors évidemment, c'est pas très moral, mais pendant 15 jours, tous les regards sont rivés autour du Figaro, c'est le Figaro qui tient en haleine. Alors je pourrais donc multiplier comme ça donc les techniques d'écriture, mais il y a aussi des techniques d'écriture beaucoup plus sophistiquées dans le style. Certains s'apparentent, par exemple, au nouveau roman. Il y a un livre de nouveau roman que vous avez peut-être lu qui s'appelle Le Labyrinthe. L'intrigue n'est pas palpitante. Enfin, tous les goûts sont dans la nature, mais le livre part tout simplement, le labyrinthe, de la fissure qui se trouve dans le plafond d'une pièce. Et de la fissure du plafond, on glisse à la pièce, de la pièce à l'appartement, de l'appartement au palier, on va à l'immeuble, et puis à la fin, voilà, il se passe quasiment rien. Voilà. Et donc là, on a une technique d'écriture. Il s'agit de donner quand même l'impression que le récit est fait au présent. Et c'est pas si facile que ça à réaliser. Et bien donc, ces journalistes de la presse judiciaire y parviennent. Alors parfois, ils n'ont rien à dire, pas de documents. Que faire? Ben, on peut décrire la cellule ou la porte de la santé ou que sais-je, voilà. Mais il faut à ce moment-là donc pouvoir alimenter la curiosité. Et là, c'est une aubaine parce que l'affaire Pronzini, ça a duré un peu plus de 9 mois. Voilà. Donc c'est quelque chose d'absolument important. Et puis évidemment, à partir de là, on peut aussi à ce moment-là donc raconter le procès. Et alors, surtout que le président à ce moment-là des assises a une phrase qui choque un certain nombre de personnes en disant: Mesdames et messieurs, ce procès n'est pas un spectacle. On ne doit pas entendre les bouchons de champagne sauter ni les lunettes sortir.
parce que dans les clichés de l'époque, misogyne, on supposait que le public féminin, qui était appelé les hirondelles, venait en cour d'assises avec des lunettes pour pouvoir mieux froid à ce moment-là, pour pouvoir mieux voir l'attitude du condamné lorsque le verdict était prononcé. Et si c'était la condamnation à mort, pour voir si sur son visage il y avait un tic nerveux, etc. Voilà. Donc, plein de descriptions sont données du criminel, de la scène aussi d'enterrement, puisqu'on considérait un petit peu comme le comptage aujourd'hui de certaines manifestations, plus il y a de monde qui se rend aux obsèques des victimes, ça veut dire que plus l'affaire sera sans doute une grande affaire criminelle. Voilà. Bon. Donc vous voyez, on peut absolument donc tout faire à ce moment-là, toutes les techniques sont possibles. Alors, on doit aussi ajouter évidemment que dans cette affaire Pranzini, on a aussi une affaire dans l'affaire, puisque évidemment Pranzini va être exécuté, il est décapité, et à cette époque-là, on commence à s'interroger sur les derniers souvenirs ou l'ultime trace qu'un criminel peut conserver. Ce qui fait qu'on a, par exemple, essayé d'injecter de l'électricité dans la tête de celui qui est exécuté pour voir s'il n'y aurait pas une parole qui serait éventuellement prononcée par les lèvres du malheureux. Voilà. Bon. Alors, toujours est-il que l'affaire dans l'affaire, c'est que Pranzini, évidemment, on va découvrir, et ça va faire un scandale considérable, que son corps a fait un passage à la faculté de médecine, ce qui était les usages à cette époque-là pour les condamnés à mort. Mais quand on l'a enterré dans un lieu secret, pour pas qu'il y ait un recueillement sur sa tombe, eh bien, le corps n'a pas été restitué dans son intégralité. Il a manqué un certain nombre de morceaux, puisqu'on a fait avec sa peau un portefeuille qu'on a offert au chef de police, des cartes de visite en peau humaine. Voilà. Et c'est une pratique, en fait, qu'on a vu perdurer au moins jusqu'aux années 1950. Hein. On a un certain nombre de témoignages qui l'attestent comme ça, de manière discrète. Voilà. Bon. Donc, à cette époque-là, on se pose aussi une question de cette affaire dans cette affaire, et ça, c'est un fait divers à l'intérieur, mais un vrai fait de société, c'est-à-dire que, est-ce que la dépouille mortelle a-t-elle des droits? Et à l'époque, évidemment, il n'y a pas de protection juridique. Et à ce moment-là, même dans l'affaire du sergent Bertrand qui déterrait des cadavres pour les violer, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait pour l'incriminer, puisque le corps mort n'a pas de statut juridique? La seule chose qu'on a trouvée, c'est tout simplement destruction de sépulture. C'est la seule incrimination que les juristes ont pu trouver à ce moment-là. Voilà. Puisque ça n'existait pas. Le corps mort n'est pas l'objet, à ce moment-là, d'une réflexion et d'une protection juridique. Bien. Donc vous voyez que ces faits divers sont des vrais faits de société. Voilà, la question de la dépouille mortelle. Bon, aujourd'hui, moi je vous apprends rien. Là. Les cercueils, vous savez, sont scellés. Il y a un représentant donc officiel qui est là pour assister effectivement à ce que le cercueil est bien véritablement obturé. Alors troisième temps de cette intervention, donc la belle affaire. Alors la belle affaire, pour que la belle affaire puisse exister, il faut aussi là qu'il y ait des chroniqueurs judiciaires ou des tribunaliers. Et au cours de l'entre-deux-guerres, celui qui est le plus célèbre, alors vous voyez ici son portrait, sa caricature, il était un petit peu tordu, mais pas véritablement bossu, mais ça c'est le caricaturiste qui exagère. C'est quelqu'un qui s'appelait Géo London, et Géo London a été appelé, parfois surnommé le 13e juré. Il était aussi considéré comme le prince des tribunaliers, tout simplement parce qu'il a mené en France un certain nombre de reportages. Il a fait, par exemple, lui aussi, un travail sur la Russie d'après la Révolution. Il s'est intéressé aussi donc au bagne, à Chicago. Voilà. Donc, c'est un chroniqueur judiciaire renommé, ce qui veut dire aussi que l'ensemble des plus jeunes journalistes qui voulait embrasser la carrière de chroniqueur judiciaire, allait toujours autour de lui lui demander conseil. Puis en plus, il avait une double particularité, c'est-à-dire qu'il était à la fois donc le président du syndicat des journalistes, mais également le président des Folies Bergères, et puis il est également le directeur de la presse religieuse. Vous voyez, donc on peut, voilà, on n'est pas condamné, si je peux dire, à avoir une seule existence. On peut avoir dans sa vie plusieurs existences. Alors certains le font des vies après les autres. Lui, il a décidé de tout cumuler. Voilà. Donc c'est les grandes affaires de l'entre-deux-guerres sont surtout connues en réalité par son entremise. C'est-à-dire qu'il avait aussi un style inimitable, et il a souvent été copié, hein, pas forcément plagié, mais copié, et il a véritablement servi de source d'inspiration pour traiter d'un certain nombre d'affaires.
Alors celle que je vais vous présenter, je vais vous en présenter donc une seule. Il s'agit donc de l'affaire des sœurs Papin. Alors ces sœurs Papin, donc là, je vous raconte aussi très sommairement donc l'affaire. Ça se situe dans la ville du Mans en 1933. Et en 1933, donc la ville du Mans, c'est une ville qui commence à faire parler d'elle parce que, d'une part, la question des assurances commence à être relativement connue. On invente aussi les 24 heures du Mans. On en est en 33, si je ne me trompe pas, ça doit être la troisième édition officielle parce qu'il y a eu des brouillons avant. Bon, voilà. Donc, c'est une ville qui est médiatisée, dont on parle déjà dans la presse nationale pour des raisons donc extrêmement diverses. Et puis en février donc 1933, se produit un fait divers absolument donc affreux. On a un signalement qui est fait dans une maison en disant je comprends pas, cette maison est plongée dans l'obscurité, c'est la nôtre. On veut rentrer, on n'y parvient pas, on voit plus rien. Donc on fait appel à 2 policiers diligentés par le commissaire de la ville. Alors ça ne s'invente pas, hein. Le premier policier s'appelait Rago et le deuxième s'appelait Vérité, hein. Donc voilà, donc on mettrait ça dans un scénario, on dirait qu'on a exagéré, qu'on a forcé le trait. Donc ils arrivent sur les lieux, ils poussent la porte cochère et ils commencent à pénétrer dans l'immeuble. Donc ils franchissent les premières marches et puis sur la troisième marche, ils aperçoivent un objet un petit peu minuscule, ils se penchent vers lui et donc il n'y a plus d'électricité, c'est à la lampe torche, voilà, ou au briquet pour s'éclairer et ils aperçoivent c'est un œil humain. Et donc ils continuent à monter au premier étage et là effectivement on découvre il y a 2 cadavres, c'est 2 femmes, voilà, Madame Lancelin et sa fille qui avait 28 ans. Et les 2 corps sont morts, voilà, et ils ont été, du moins l'un d'entre eux, énucléés. Donc évidemment, à ce moment-là, c'est un fait divers qui est traité évidemment localement immédiatement. Et quand on lit à ce moment-là les journalistes de l'époque, on a l'impression qu'ils étaient dans le placard du commissariat pour prendre des notes sur l'ensemble des dialogues. Et puis comme c'est une affaire qui est quand même tellement extraordinaire, le fait que 2 femmes soient énucléées, on supposait déjà à cette époque-là que ce soit à main nue, l'affaire évidemment va devenir nationale et puis après internationale. Ce qui fait qu'en Argentine, on a aussi des articles, par exemple, sur l'affaire des sœurs Papin. Alors pourquoi des sœurs Papin? Puisque les policiers vont monter dans les étages, et à l'époque, évidemment, c'était la règle, le dernier étage était réservé aux domestiques, aux bonnes. On trouve 2 sœurs qui sont allongées dans le même lit, grelottantes, en robe de chambre. Et puis à côté du lit, au pied du lit, on trouve une hache ensanglantée et puis différents effets. Donc pour la police, il n'y a pas de doute, voilà, ce sont les auteurs du crime. Voilà, donc ils sont emmenés, qui sont interrogés, elles avouent, voilà, un petit peu à garde. Ce qui nous amène évidemment donc à ce moment-là au temps du crime, c'est-à-dire que comment le crime s'est-il véritablement déroulé? Et donc pour les policiers, en examinant les corps, alors d'abord les photos de la scène de crime ont été un petit peu transportées, enfin transformées, puisque les 2 femmes, les cadavres des 2 femmes avaient les jupes qui étaient relevées. Donc les parties intimes étaient à nu, et pour prendre des photographies judiciaires, ils vont bouleverser un petit peu la scène de crime, ils vont rabaisser donc les jupes et prendre des photographies. Mais à ce moment-là, on se rend compte que les corps ont été vraiment maltraités, martyrisés. Il y a des stries qui ont été faits donc au couteau sur les membres inférieurs et sur les membres supérieurs. Et Madame Lancelin a le crâne totalement défoncé et le policier, dans son procès verbal, note bouillie humaine. Et un peu plus tard, le médecin légiste qui sera diligenté utilisera la même formule pour décrire le corps de Madame Lancelin. Donc finalement, ce qu'on sait sur le temps du crime, c'est que les 2 patronnes avaient été faire des achats, étaient revenus un jeudi, puisque là, évidemment, l'emploi du temps était particulièrement ritualisé, hein. Tel jour, on faisait telle chose, tel autre jour, on recevait telle personnalité à dîner. Donc là, elles étaient parties acheter des gâteaux. Et donc, quand elles reviennent, elles trouvent évidemment donc leur immeuble dans l'obscurité, et c'est là où elles sont donc tuées. Alors, évidemment, à ce moment-là, c'est le constat brut, reste évidemment une énigme. Comment, pourquoi, qui est responsable? Quelle est la logique de ce geste et de ce passage à l'acte? Alors, le temps de l'enquête. Le temps de l'enquête, donc, qui va durer donc un certain temps, on va tout d'abord, comme on le faisait déjà à cette époque-là, faire un plan des lieux, faire un certain nombre de constats. En réalité, dans les dossiers judiciaires, il existe 2 plans.
Alors, c'est assez intéressant parce que les deux plans ne donnent pas tout à fait la même orientation des deux cadavres, hein, voilà. Bon. Mais ça, c'est une autre histoire. Je ne veux pas m'appesantir sur ces aspects-là. Mais le temps de l'enquête aussi, c'est que le magistrat instructeur qui est désigné à ce moment-là a bien conscience que ça va être une affaire qui va avoir une portée au moins nationale. Il a donc très peur pour le temps de l'enquête et il va donc demander à un expert de médecine légale de donner un rapport. Et le médecin légiste va mettre 3 mois pour faire son rapport, qui à l'époque, c'est très loin. En général, en 15 jours, un mois, c'est quasiment bouclé. Mais le médecin légiste, lui aussi, avait eu tellement peur qu'il a lu toute la littérature médico-légale pour savoir s'il y a déjà des personnes qui avaient été énucléées à main nue. Et il trouve finalement dans toute cette littérature un seul cas dans un asile psychiatrique, et c'est quelqu'un qui s'est auto-nucléé, qui s'est arraché lui-même un œil à main nue. C'est tout ce qu'il a trouvé. Et donc, évidemment, donc, il a très peur. Alors, il va même regarder la littérature ethnographique. Que se passe-t-il? Quels sont les usages sur la scarification, le traitement du corps? Voilà. Donc, il donne un rapport, finalement, qui apporte pas grand-chose, qui est une longue description, mais qui montre bien que, sans doute, les deux victimes sont mortes assez rapidement, mais qu'il y a eu un acharnement sur leur corps. Et pendant peut-être 20 minutes, voilà, à l'aide de couteaux différents qu'on a retrouvés après dans l'étage inférieur, elles ont été donc véritablement donc tailladées. Ce qui fait qu'au moment du procès, quelqu'un dira, oui, on dirait qu'on a fabriqué donc du pain. Voilà, on pourrait lui donner à ce moment-là du relief. Alors, deuxième temps de l'enquête, après donc le constat sur le corps, sur l'enveloppe corporelle, il s'agissait à ce moment-là d'ausculter un petit peu la personnalité des deux sœurs. Voilà, Christine et Léa Papin. Et donc, on désigne sur le papier trois experts. En réalité, il n'y en a qu'un qui fera le travail. Les deux autres se contenteront d'apposer leur signature à la fin. On va donc les examiner. Et ce qui est tout à fait intéressant dans le temps de l'enquête, ce qui est tout à fait intéressant dans le temps de l'enquête, c'est que le rapport psychiatrique va considérer que elles peuvent peut-être présenter des troubles. Elles ont peut-être une personnalité psychologique un petit peu perturbées, mais ce ne sont pas des folles et elles ne relèvent pas de la psychiatrie. Donc, ce qui veut dire, évidemment, là, vous l'avez compris, en fonction, à l'époque de l'article 64 du Code pénal, quelqu'un qui n'est pas sain d'esprit au moment du passage à l'acte ne peut pas être jugé, ne peut pas être condamné. Voilà. Or, là, vu que même si elles ont été, si je peux dire, un peu perturbées, rien n'empêche à ce moment-là la tenue d'un procès, d'un jugement et d'une condamnation. Alors, ce qui fait évidemment que, du point de vue psychiatrique, il y a quand même des éléments assez troublants. À un moment donné, donc, les deux sœurs sont enfermées. Elles sont enfermées dans une prison, un petit peu hôpital. L'une des sœurs, à un moment donné, se précipite à la fenêtre. Elle est en pleine crise. Elle dit qu'elle aperçoit sa sœur qui est attachée, écorchée, clouée dans un arbre dans la cour. Bon, voilà. Et donc, tous ces épisodes-là sont passés sous silence. À un autre moment, donc, Christine, l'aînée, on la découvre à quatre pattes, en train de lécher le sol, et puis de marmonner quelques mots. Et à ce moment-là, le rapport note simulation pour essayer donc d'amoindrir la sévérité du jury. Voilà. Bon. Donc, elles sont considérées comme tout à fait donc ordinaires et coupables. Le temps des explications et de la médiatisation. Alors, le temps des explications, à ce moment-là en France, il y a véritablement deux camps qui se mettent en place. Premier camp, celui qui prend la défense des victimes, des deux femmes, et deuxième camp qui prend la défense des auteurs, des deux sœurs. Alors si on regarde tout de suite ce deuxième camp, on trouve plus particulièrement deux grands périodiques, l'Humanité et puis le journal Détective. Alors le journal Détective à cette époque-là, donc là vous le savez, hein, je vous apprends rien, il est né en 1928 sous l'égide des frères Kessel, et puis il attire à lui un certain nombre de grandes plumes comme Maurice Garçon et puis toute une série d'autres auteurs. Et pour Détective et puis pour l'Humanité, finalement, ce qui est arrivé, c'est la revanche des opprimés sur leurs oppresseurs. Donc les deux sœurs n'ont pas trouvé d'autres moyens de se venger du mépris, des oppressions qu'elles avaient subies pendant plusieurs années. Donc c'est finalement les deux victimes n'ont d'une certaine manière que le sort qu'elles méritent. Alors, je caricature un peu, hein, voilà, mais c'est à peu près ça quand même la teneur des articles. Voilà. Alors, deuxième camp, c'est plutôt le camp qui est plutôt majoritaire, la presse à grand tirage, hein, les quatre grands de cette époque-là, et notamment donc un nouveau périodique qui commence à s'inviter, qui est Paris Soir, et Paris Soir sera le grand
périodique, le grand journal de cette époque-là, qui va atteindre également donc le million de lecteurs. Et pour vous le situer, si je peux dire, dans l'histoire de la presse, c'est le premier quotidien qui va faire une uniquement avec des photographies. Voilà. C'est la première fois que ça s'était fait en France. Ce qui veut dire qu'il essaye d'utiliser des recettes de la presse américaine, mais adaptées et passées donc à la moulinette française pour conquérir donc un lectorat et si je peux dire, faire en sorte que celui-ci se retire d'autres journaux pour aller vers Paris Soir. Et ça marche de manière formidable. Et donc, pour Paris Soir et puis pour d'autres périodiques, c'est plus compliqué que ça. On ne peut pas dire que les deux sœurs ont été forcément maltraitées. On commence à regarder, par exemple, leur livret de caisse d'épargne, et par rapport donc à la population française de cette époque-là, leur livret de caisse d'épargne est plein. Donc, on ne peut pas dire que ce soit forcément donc un critère économique. Voilà. Alors après ça, on regarde également les gages qui leur étaient donnés. Elles avaient des gages qui étaient supérieurs à celles qui étaient attribuées aux bonnes et aux domestiques. Quand on regarde maintenant leur emploi du temps, les journées de travail, les moments de liberté qui leur étaient octroyés, on ne peut pas dire à ce moment-là qu'elles étaient particulièrement opprimées. Alors évidemment, on n'est pas dans l'intimité, on ne connaît pas l'atmosphère. On sait simplement qu'à cette époque-là, il y a déjà un certain nombre de scandales politico-financiers et que M. Lancelin donc, avait fait de mauvaises affaires. Il avait des actions, et notamment donc, de sociétés d'assurance qui avaient fait faillite. Donc on imagine que ça ne devait pas être la joie pendant les repas du soir, c'est sûr. Donc sans doute une ambiance un petit peu morose, mais ça n'explique pas, si je peux dire, donc, le passage à l'acte. Ce qui fait qu'on passe très rapidement sur les explications. Là, la justice s'intéresse simplement au constat. Voilà, on a deux victimes, on a deux auteurs, on sait que c'est elles, on les juge, point à la ligne, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Alors simplement, à cette époque-là, on a donc un expert judiciaire qui s'appelait Logre. Alors, vous imaginez sans mal les jeux de mots qu'on a fait, hein. L'ogre arrive, rentre en scène, il va dévorer, bon voilà, bref. Alors ce médecin expert, lui, va essayer de comprendre un petit peu la situation et il va dire que finalement, il connaît le nom du coupable. Le véritable coupable, dit-il, c'est une troisième personne, c'est le couple qu'ont formé les deux sœurs. Alors un couple spirituel, hein, pas un couple charnel, le couple qu'a formé ces deux sœurs, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'entraînement, chaque sœur séparée dans une famille, aucune ne serait passée à l'acte, mais les deux ensemble, un peu fusionnels, associés, et bien à ce moment-là, c'est quelque chose qui a été possible. Et à la fin de l'année, donc Lacan, que je n'ai pas besoin de présenter, hein, le futur grand ponte de la psychanalyse, écrit un article dans la revue Le Minotaure et il dit exactement la même chose que le docteur Logre. Le responsable, c'est l'effet d'entraînement. Quand il y a un couple comme ça qui est trop près, ça peut donner naissance à un troisième personnage, qui est le personnage du couple, qui réagit différemment que deux individualités séparées. Et donc, évidemment, vous imaginez qu'en 1933, donc, la presse va faire ses gorges chaudes sur les sœurs Papin, on va les interroger, on va les solliciter, on va multiplier les reportages. Et puis là, le crime va bien sûr, évidemment, être une affaire payante. Voilà. Mais ce qui est évidemment essentiel, c'est qu'en 1933, à ce moment-là, le lectorat en redemande, et Détective, que j'ai mentionné tout à l'heure, atteint 500 000 exemplaires. Et Détective, avec une caution intellectuelle, se présente comme le premier périodique de faits divers. Et en disant, donc, les faits divers, c'est essentiel pour comprendre comment peut fonctionner une société. Donc là, évidemment, pour Détective ou pour l'humanité, c'est de dire quelles sont les relations sociales, comment celles-ci peuvent se nouer. Alors, évidemment, dans cette affaire, Police Magazine se pose quand même des questions après le procès, donc, puisque Christine l'aînée est enfermée, donc elle est envoyée à la prison pour femmes de Rennes. Et puis comme elle va vraiment pas bien, elle est transférée dans un asile et là donc elle décède. Et la seule qui a survécu pendant très longtemps, c'est la plus jeune, c'est Léa. Et il y a une équipe de télévision qui la retrouve après, puisque sous un nom d'emprunt, elle a réussi à se faire employer au Mans comme bonne. Mais évidemment sans divulguer son identité, elle n'aurait jamais été recrutée sinon. Et donc à ce moment-là, elle est incapable de parler. Voilà, elle a perdu la parole et les journalistes, évidemment, se précipitent sur son lit d'hôpital pour savoir les derniers mots, mais qui a fait quoi, qui a commencé, comment le crime s'est-il déroulé, voilà. Et donc là, elle meurt en emportant évidemment le déroulé des faits avec elle dans l'au-delà. Alors pour terminer mon propos, donc ce que j'ai essayé de vous montrer donc avec Michel Perrault, c'est le fait que le fait divers
a bien, si je puis dire, aujourd'hui, même si le mot, encore une fois, peut être contesté, mais a bien colonisé l'imaginaire des sociétés. On n'échappe pas aux faits divers. C'est-à-dire que on lit un roman, ben, un nombre de romans sont bâtis ou sont construits à partir de faits divers. On ouvre la radio, il y a toute une série d'émissions sur les faits divers. On regarde la télévision, il y a des faits divers. On va au cinéma, il y a un certain nombre de faits divers. Bref, le fait divers aujourd'hui est quelque chose qui est particulièrement donc présent. Ce qui dit évidemment donc beaucoup sur les attentes de nos contemporaines et de nos contemporains. Pourquoi cette place occupée par les faits divers? Alors, il y a plusieurs explications. L'une d'entre elles consiste à dire que on vit malgré tout dans des sociétés relativement apaisées. C'est-à-dire qui a fait véritablement l'expérience directe de la violence. Voilà. Par rapport à nos ancêtres, aux générations antérieures, en général, c'est assez rare. Bien. Et donc à ce moment-là, on aime bien se faire peur et pouvoir aussi donc écouter donc des histoires qui ne nous arrivent pas à nous et qui prennent place ou rentrent dans les faits divers. Et puis en même temps, donc le fait divers, c'est aussi une interrogation sur chacun. C'est ce que Elisabeth Rodinesco, qui était venue aussi faire une conférence inaugurale aux rencontres Michel Foucault, elle avait écrit un livre là-dessus sur la part sombre des individus. C'est-à-dire que pour elle, n'importe quel individu, à un moment donné, alors on n'est pas forcément obligé de partager son constat, mais n'importe quel individu, à un moment donné, placé dans certaines circonstances, serait capable de passer à l'acte. Et donc, le fait divers, c'est aussi une façon de faire de l'introspection. Est-ce que nous-mêmes, placés dans certaines circonstances, on aurait été capable de se retenir, ou est-ce qu'au contraire, on aurait glissé et on serait passé donc à l'acte? Et puis, troisième près d'union autour des faits divers. Je vous ai présenté quelques faits divers qui se passaient auprès du monde élégant, comme on disait au XIXe siècle. Mais la plupart des faits divers, c'est ce que disait hier Fabrice Drouel, se situent auprès de gens, d'hommes et femmes comme vous et moi, tout à fait donc ordinaires. Et donc le fait divers, c'est une manière de retracer un petit peu l'épopée du quotidien, puisque évidemment, c'est une façon de rentrer dans l'intimité d'un certain nombre de personnes qui peuvent être nos voisins, nos proches, à nos collègues, voilà, et le fait divers donne à ce moment-là donc un éclairage sur eux et sur elles. Voilà, donc j'ai essayé de restituer à peu près ce qu'on avait concocté avec Michel Perrault, sans la voix et le rythme de Michel Perrault, et je vous remercie. S'il y en a qui ont des questions, levez la main. Bonjour. Quelqu'un. Je me demandais, déjà merci beaucoup pour la conférence, c'était vraiment très instructif et intéressant. Je me demandais si vous aviez étudié le fait divers dans d'autres contextes, pas seulement en Occident. Donc là, par exemple, la dernière thèse que vous avez exposée, c'est que euh, ça, le fait divers pouvait nous intéresser parce qu'on était moins sujet à la violence au quotidien. Du coup, je me demandais si dans d'autres sociétés où peut-être la violence pouvait être plus présente, si les faits divers étaient aussi importants dans les médias notamment. Merci.
Alors, je pourrais vous donner deux exemples, mais il faudrait mener une enquête plus complète et faire une comparaison. Deux exemples que j'emprunte à l'Amérique latine, parce que il m'est arrivé de faire plusieurs cycles de conférences au Costa Rica. Et donc, j'avais regardé à ce moment-là comment les faits divers étaient mis en scène, quelles étaient les photographies qui étaient utilisées et quelle place ça pouvait prendre dans les périodiques. Et ce que j'avais constaté, c'est que souvent, le fait divers occupait une page, c'était la dernière page du journal, mais ce qui les intéressait, c'était en fait l'arrestation. Et donc, toutes les photographies montraient comment les auteurs étaient finalement appréhendés et quelles étaient les difficultés pour pouvoir véritablement les capturer. Alors, on imagine sans mal que il va y avoir sans doute des mises en scène qui ont été faites a posteriori. C'est-à-dire, ils ont été arrêtés une première fois et puis pour les besoins de la presse, on leur a demandé de mimer eux-mêmes leur propre arrestation. Alors maintenant, deuxième exemple, c'est du côté du Mexique. Alors là, je ne prétends pas évoquer toute la presse, en tout cas celle qu'on peut trouver dans les kiosques. Et souvent, là, c'est plutôt des faits divers très, très gore. C'est-à-dire que on n'hésite pas à montrer, par exemple, des photos de cadavres qui ont été donc mitraillés, donc appréhendés, soit parce que c'est des guerres entre les gangs de narcotrafiquants, soit parce qu'ils ont été appréhendés par la police et qu'il y a eu un certain nombre de fusillades. Donc là, le fait divers, c'est un petit peu l'arrestation, mais c'est comment finalement les forces de l'ordre, c'est la morale sans doute que ce qui se dégage, prennent possession du corps de celui qui est considéré comme criminel et l'annihilent. Mais le résultat brut, c'est que ça fait quand même des photos complètes de sang, de cadavres, de trottoirs, voilà. Donc là, c'est pas la question de l'enquête qui est mise sur le devant de la scène, c'est vraiment donc le moment où on arrête, si je peux dire, les auteurs. Alors ces deux exemples qui sont pas forcément représentatifs de ce qui se passe ailleurs, mais c'est vrai que ce serait absolument passionnant de vérifier comment donc d'un point de vue médiatique le fait divers peut être traité voilà dans la presse internationale. Donc c'est pareil, ça, vous pouvez lancer l'enquête. Comme ça, si pour les prochaines vacances qui s'annoncent, voilà, ça pourrait être un bon début. Oui, vous avez évoqué une erreur judiciaire avec une condamnation à mort. La question que je voulais poser, simplement, est-ce que cette erreur judiciaire a fait s'interroger les contemporains sur le risque que représente la condamnation à mort? Il y a eu effectivement interrogation ou pas? Pas du tout. Alors sur la condamnation à mort, très peu d'interrogations en fait. Ça fait partie des arguments de l'ensemble des arguments qui sont déployés en disant il faut mettre un terme à la peine de mort parce que donc évidemment l'erreur judiciaire est toujours possible et une fois évidemment que la personne a été détronquée, on peut pas réparer les choses. Mais l'erreur judiciaire à ce moment-là devient plutôt autre chose. C'est un argument qui est plutôt un argument républicain. C'est-à-dire, en gros, jusqu'à l'instauration de la Troisième République confirmée, c'est-à-dire entre 1870 et 1879, on a un certain nombre d'ouvrages, notamment le Manuel du Petit Républicain, qui est concocté par les trois Jules de la Troisième République, et on a un chapitre complet qui est réservé à l'erreur judiciaire. C'est un programme électoral des Républicains. Or, après la Troisième République, je n'ai pas vu ça. Alors peut-être que voilà, on peut pas tout lire et tout connaître, mais c'est quelque chose qui est très fort, qui est chevillé donc au corps des Républicains. L'erreur judiciaire, c'est absolument donc monstrueux, et il faut tout faire pour que celle-ci ne puisse pas se produire. Et à l'époque, ce que l'on dit, c'est que si on est pris dans l'engrenage de l'erreur judiciaire, eh ben à ce moment-là, on peut quasiment rien faire. Et l'exemple le plus terrible qui vient en télescopage avec l'affaire Dreyfus, c'est l'affaire Vaux et Petit, où c'est réglé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en 1893. Et dans les annales, c'est la première fois et la seule à, je crois, sauf peut-être pendant la Seconde Guerre mondiale ou la Libération, il faudrait vérifier, mais où on parle de crime judiciaire. Alors, cette affaire Vaux et Petit, ça se déroule sous le Second Empire au moment où la répression commence déjà à s'installer. Et Vaux et Petit, dans un village bourguignon, étaient deux républicains, l'un était instituteur. Voilà. Donc, des incendies se déployaient et ils sont accusés d'être des incendiaires. On les arrête, on les condamne. Alors, comme il y a un petit doute, on les condamne à ce moment-là au bagne. Et le bagne avait été surnommé à cette époque-là la guillotine sèche, puisque l'espérance de vie, c'est à peu près 5 ans. Voilà. Et les deux meurent, ils ne reviennent pas. Et donc après, on découvre que finalement, volontairement, un magistrat, peut-être avec une complicité, a détruit des preuves qui innocentaient Vaux et Petit.
Donc là, c'est une vraie forfaiture. Et en 1893, donc la Cour de cassation, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, lance à ce moment-là cette expression crime judiciaire, voilà, d'une erreur judiciaire, mais qui n'a pas été involontaire, c'est pas, si je peux dire, l'emballement de la machine judiciaire, c'est une erreur judiciaire qui a été construite volontairement pour envoyer au bagne, à ce moment-là, 2 républicains. Merci d'abord. On a le sentiment qu'il y a moins de journaux relatant les faits divers et que c'est la presse en règle générale qui s'en est emparée, ainsi que la télévision et d'autres médias. Est-ce que est-ce qu'on peut dire que les réseaux sociaux ont une importance là-dedans? Et qu'est-ce que vous en pensez? Non, ce qu'on peut dire, et là vous avez raison, c'est-à-dire qu'il y a une diffusion, voilà, on peut même dire une capillarité des faits divers. Les faits divers sont partout maintenant et s'immiscent à travers les différents supports, quels que soient ces supports. Voilà. Alors moi, je fréquente peu les réseaux sociaux, hein, sur mon compte Facebook que ma fille considère comme ringard. Bon, de toute façon, j'ai que 3 abonnés, donc bon, voilà. Mais voilà. Donc, toujours est-il que sur les réseaux sociaux, je suis pas le mieux à même. Je peux le faire simplement par témoignage indirect, mais à ce moment-là, donc le fait divers, de toute façon, c'est quelque chose qui marche de manière extraordinaire, mais qui risque aussi évidemment de provoquer une sorte de saturation totale à un moment donné, puisque voilà, si on n'a que des faits divers donc en permanence, d'abord ça enlève du poids à certains faits divers qui méritent véritablement d'être creusés, parce que c'est une ouverture sur notre monde, ça permet de le mieux comprendre. Et puis d'autres faits divers, bon ben voilà, ils se répètent incessamment, mais c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Si on prend par exemple les 100 dernières années, sur les 100 dernières années, vous-même, combien de faits divers pouvez-vous donc nommer et raconter? En général, ils sont peu nombreux, une dizaine peut-être. Voilà. Donc là, on a quelque chose, parce que c'est plus facile, peut-être de traiter du fait divers plutôt que de faire appel à l'imagination, mais on peut aussi supposer que par rapport à un jeune public, le fait divers peut aussi remplacer un petit peu les contes de fées, c'est-à-dire que les contes de fées ou les contes d'Anton Anderson, voilà, l'ogre, le petit pousset, c'est absolument monstrueux si on lit ça donc au pied de la lettre, mais aujourd'hui, évidemment, on a d'autres personnages qui sont des personnages qui sont proches. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est que chaque époque met en scène peut-être un fait divers ou une catégorie de faits divers particuliers. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, si on faisait donc un sondage rapide, on pourrait considérer que le fait divers ou le crime le plus horrible, c'est le viol-meurtre d'un enfant. En général, on ne met plus rien au-dessus. Or, au XIXe siècle, c'est plutôt le parricide, l'attentat contre le chef de l'État. Voilà. Donc là, il y a aussi donc un glissement des sensibilités. Pourquoi telle époque va considérer que parmi les faits divers les plus effroyables, les plus impardonnables, c'est plutôt telle catégorie de crime plutôt que telle autre. Voilà. Ça, c'est sans doute une évolution de la société. Alors, dans certains cas, si certains faits divers qui correspondent, si je peux dire, à des comportements donc absolument inadmissibles et tabous sont mis en scène, si ça peut faire progresser les choses, alors voilà, on peut considérer que c'est bénéfique. Mais par contre, quand il n'y a pas de régulation, et quand on désigne, par exemple, avant tel coupable, tel supposé coupable, etc., ça, évidemment, ça peut être absolument désastreux. Parce qu'évidemment, on peut toujours reprocher à la justice de fonctionner donc lentement, mais la justice fonctionne, et quand elle a décidé, du coup, il y a une certitude. Voilà. Et il ne faut pas oublier que les innocents le sont jusqu'à preuve du contraire. Alors que par contre, les réseaux sociaux sur un fait divers contemporain qui a suscité une grande émotion, on peut très facilement, on réunit 2-3 éléments et on dit c'est certain. Et puis après, évidemment, il est trop tard parce que le mal est fait. Bonjour, c'est à moi. Ouais. Merci pour votre intervention. Il y a une question que je me posais peut-être à côté, mais vous avez évoqué tout à l'heure, moi, Pierre Rovière, avec la postface de Foucault. J'ai toujours été étonné qu'il n'a jamais abordé, à ma connaissance, l'histoire de la séquestrie de Poitiers, l'affaire.
dans son œuvre, alors que Roland Barthes l'a évoqué, et alors qu'il habitait Michel Foucault dans la rue et qu'il passait au quotidien quasiment jusqu'à l'âge de 17 ans. Voilà une question. Non, simplement, c'est peut-être une piste qu'il aurait creusée après, puisque dans Surveiller et punir, le grand ouvrage qu'il a publié sur la prison, hein, qui reste encore une référence internationale, il évoque justement la question des contre-faits divers, c'est-à-dire le fait qu'un certain nombre de faits divers se situent plutôt dans des milieux privilégiés. Or là, l'affaire de la séquestrie de Poitiers, à l'époque, quand on regarde la presse régionale, hein, pas la presse nationale, mais la presse locale qui est très prompte à s'enflammer, à ce moment-là, on a bien quelque chose en disant, voilà, regardez ces élites qui ont des penchants royalistes, regardez leur comportement, ils peuvent à ce moment-là emprisonner, cloîtrer pendant 25 ans une malheureuse, bon, et puis tout ce qu'on peut raconter après. Alors que, en fait, le dernier procès, évidemment, ça s'est un petit peu donc dégonflé, mais ça n'empêche que ça a mis de l'émoi, à la fois en France, et puis également donc à l'échelle internationale, puisque avec la séquestrie de Poitiers, il ne faut pas oublier que c'est la première fois qu'on présente en pleine page le portrait d'une femme quasiment squelettique. Et à l'époque, il n'y a aucune référence. C'est-à-dire que après la Seconde Guerre mondiale, c'est ceux qui reviennent des camps de concentration. Là, on a l'impression de voir des squelettes vivants. Voilà. Mais avec la séquestrie de Poitiers, c'est la première fois en France où on présente une femme comme ça, pleine page, quasiment réduite à l'état de squelette. Voilà. Donc ça, évidemment, au niveau de la médiatisation, ça heurte évidemment l'opinion publique générale. Mais Michel Foucault, effectivement, habitant à proximité, ayant passé son enfance là, fréquentant le lycée, bon voilà, s'est pas intéressé plus que ça donc à la séquestrie de Poitiers. Alors je ne sais pas si il n'aimait pas trop Giono qui l'a réactualisé donc après ou d'autres, mais toujours est-il que virtuellement c'était peut-être une possibilité. Une dernière question avant de... Oui, alors vous nous avez très bien expliqué le rôle du tribunalier dans l'invention des faits divers. Est-ce que vous considérez que c'est une spécialité journalistique qui existe toujours ou qui a disparu? Oui, c'est une spécialité qui existe toujours, hein, je pense sur les tribunaliers et puis et ces spécialistes et chroniqueurs judiciaires. C'est-à-dire que si on prend un périodique comme Le Monde, on a un certain nombre de signatures qui sont attendues avec des comptes rendus parfois donc particuliers de procès qui donnent lieu même aussi, en déroulant l'ensemble des fils, à un certain nombre d'ouvrages qui sont aujourd'hui reconnus et qui sont considérés comme une sorte de monument du témoignage de la littérature. Mais c'est une vraie profession parce que la difficulté, c'est de garder donc l'équilibre parce qu'on peut céder très facilement donc à l'émotion quand on assiste à un procès. Finalement, le nombre de signes qui vous est dévolu est relativement bref. Et moi, j'aimerais pas être chroniqueur judiciaire, hein, je vous le dis très franchement, parce qu'il faut aussi rendre compte d'une atmosphère, saisir aussi les mots ou les paroles qui ont été véritablement très très importantes. Et puis, ceux et celles qui n'ont jamais participé donc à un procès ou une cour d'assises ne se rendent pas compte de l'atmosphère. C'est-à-dire que quand on lit le compte-rendu, c'est pas du tout pareil que ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut vivre, les impressions qu'on peut avoir. Et ça, logiquement, les chroniqueurs judiciaires talentueuses parviennent à le faire. Alors le grand changement, évidemment, c'est que au XIXe siècle, au cours de l'entre-deux-guerres, il n'y a pas de chroniqueuses judiciaires. Or, aujourd'hui, les plus talentueuses sont plutôt des femmes. Donc là, on a un changement de perspective. Une toute dernière et après, on retrouvera la librairie. Bonjour, merci. Vous avez évoqué dans votre première partie qu'un fait divers peut être un fait de société. Or, justement, moi, je me questionnais lors d'une conversation entre amis sur ce qui distinguait les deux notions et sur comment fait divers peut être un fait de société. Enfin, quelles sont les caractéristiques, les variables qui font qu'un fait divers devient un fait de société? Alors, les variables peuvent être relativement nombreuses, ça dépend un petit peu aussi le regard que l'on peut porter sur le fait divers. Prenons par exemple un fait divers entre conjoints qui se termine par un féminicide. Donc on peut dire féminicide, et puis on peut aussi regarder du côté du mari maltraitant par exemple, quel a été le ressort. Et si on se rend compte que c'était... Parce qu'il peut y avoir un crime d'abandon, enfin je ne veux pas rentrer dans le détail, là, ce serait trop long ou caricatural, mais ça peut être une forme de jalousie maladive.
Voilà. Or, si on s'intéresse à la jalousie comme fait de société, à ce moment-là, on abandonne un petit peu simplement le fait divers entre deux personnes pour aller plus loin. Par contre, évidemment, si c'est le 20e fait divers de jalousie, le fait de le raconter à nouveau, même s'il y a des variantes, bon là, évidemment, on peut se poser un certain nombre de questions. C'est-à-dire que un fait divers, à un moment donné, en fonction de son traitement, ouvre une voie, ouvre une piste. Et puis les autres, on peut les ranger dans cette catégorie-là. Donc, à un moment donné, on n'est pas obligé, c'est ce que disait Fabrice Dorel hier, de parler ou de traiter de tous les faits divers. Merci Frédéric.